On va garder ça à l'esprit. L'histoire de l'Europe, je le répète, est un mensonge. Et ce mensonge, d'ailleurs, avait en partie été mis en lumière par Amin Dada. Alors, je ne suis pas du tout fan d'Amin Dada, que ça soit clair. Mais il avait fait une déclaration qui avait été considérée comme une provocation vis-à-vis de la famille royale d'Angleterre. Il s'était défini comme le roi d'Écosse. Il avait pris le titre de roi d'Écosse. Et les journalistes et les occidentaux l'avaient considéré comme un fou. Comment un noir pouvait-il être roi d'Écosse? En fait, ce que voulait dire Amin Dada, c'est que les véritables rois d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre étaient des noirs. Que cette royauté leur avait été dérobée par des blancs, mais que la famille régnante actuelle, les Windsor, était parfaitement au courant de ça. De temps en temps, on retrouve de très vieilles tapisseries avec des noirs qui se trouvent à la cour du roi d'Angleterre, et les historiens sont souvent embarrassés pour expliquer cela, et ils répondent que ces noirs étaient certainement tout simplement des immigrés. Ce n'étaient pas des Anglais de souche. Qu'il y ait pu y avoir quelques immigrés, pourquoi pas. Mais prétendre que tous les Noirs que l'on trouvait à la cour d'Angleterre étaient tous des immigrés, c'est utiliser un mensonge pour couvrir un autre mensonge. Ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache, c'est que l'Europe, c'est le continent des Africains. Jusqu'à présent, on pensait que les premiers Homo sapiens venus d'Afrique étaient arrivés sur le continent européen il y a 45 000 ans. On a maintenant la preuve qu'il y a 54 000 ans, les Africains vivaient déjà sur le territoire français. C'est la grande découverte, la très grande découverte, et de surcroît sur le sol français, de celle qui chamboule tout et nous oblige à repenser la grande histoire du peuplement européen. Qui, voici encore 10 jours, connaissait la grotte Mandrin au cœur du Tricastin, et dont le nom rappelle le possible passage du fameux contrebandier du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, unanime, toute la presse mondiale l'évoque, puisque cette cavité de la Drôme est désormais l'étonnant témoin de la première arrivée d'Homo sapiens, il y a environ 54 milliers d'années. C'est vertigineux. La découverte est énorme puisque la présence de l'homme moderne en pleine terre néandertalienne bouleverse de près de 10 000 ans toutes les chronologies du paléolithique européen. Les Homo sapiens blancs, à cette époque-là, n'existaient pas. Ils ne vont apparaître qu'environ 50 000 ans plus tard. Ils vont apparaître en Asie, car les blancs, il faut le savoir, ne sont pas des Européens, ce sont des Asiatiques. Et quand ils vont arriver sur le continent européen, il y a environ 4000 ans, ils vont commencer par un génocide. C'est le génocide des Yamnaya. Ces Yamnaya sont décrits comme le peuple le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Et les populations européennes qu'ils vont massacrer, ce sont justement ces Noirs installés sur le continent depuis plus de 50 000 ans. Et les Européens blancs aujourd'hui sont les descendants de ces Yamnaya. Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement ils ne connaissaient pas l'écriture. Les Européens d'alors non plus n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35% c'est gènes. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, juste 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Alors, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver ça devait pas être pareil partout en Europe,
mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens, avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Donc, ils tuent les hommes et ils engendrent avec les femmes noires une descendance métissée. Avant les Yamnaya, le continent européen était un continent noir, peuplé exclusivement de personnes noires. Après l'invasion des Yamnaya venus d'Asie, l'Europe va devenir un continent métissé. Durant toute son histoire, l'Europe a été peuplée de personnes blanches, de personnes noires et de personnes métisses. Effectivement, les Yamnaya n'ont pas pu tuer tout le monde. Quand ils arrivent, l'Europe est déjà peuplée de femmes et d'hommes originaires d'Afrique, et cela depuis au moins 50 000 ans. On imagine que depuis 50 000 ans, l'Europe tout entière était peuplée. Les Yamnaya, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, vont massacrer une grande partie de la population, et par le biais de la procréation, ils vont introduire en Europe les gènes mutants qui favorisent la dépigmentation de la peau. Les Noirs qui vont recevoir ces gènes et qui vivent dans des zones froides vont voir leur peau s'éclaircir progressivement. Mais tous les Noirs européens n'ont pas été massacrés et tous n'ont pas reçu les gènes mutants. Et sachant que l'Europe, leur continent, était désormais envahi d'êtres d'une violence inouïe, on imagine qu'ils vont s'organiser, qu'ils vont se défendre, qu'il va y avoir des guerres, et à certains endroits, il y aura sans doute des trêves, des alliances, etc. Et toute l'histoire de l'Europe, ça va être ça, de sorte que, en réalité, l'Europe était peuplée de personnes noires, de personnes blanches et de personnes métisses. L'erreur que commettent ces historiens, c'est d'affirmer que la présence noire dans l'Europe médiévale résulte de l'immigration. Parce que eux vont du postulat que l'Europe à l'origine était blanche et que les Noirs étaient forcément des immigrés arrivés plus tard. Or, l'anthropologie et la génétique nous disent l'exact contraire. Ils nous disent que, à l'origine, l'Europe était un continent noir et ce sont les Blancs qui sont arrivés par la suite. Qui peut croire que tous ces Noirs ont été massacrés ou que tous ont été miraculeusement transformés en Blancs par le climat? Ce n'est pas possible et ce n'est pas rationnel. Que certains Noirs aient été des immigrés, oui, c'est possible, mais l'écrasante majorité étaient des Européens autochtones, c'est-à-dire des descendants de ces premiers Homo sapiens venus d'Afrique il y a plus de 50 000 ans. On est donc fondé d'affirmer que l'Europe de ces 4000 dernières années a toujours été composée de personnes noires, de personnes blanches et de personnes métisses. Mais ce n'est qu'au cours de ces 300 dernières années que les Européens blancs ont entrepris de se débarrasser définitivement des Noirs autochtones qui vivaient sur ce continent. Ils ont profité de l'esclavage pour faire un nettoyage ethnique sur le continent en massacrant certaines populations et en expédiant d'autres dans les colonies américaines. Pour que vous compreniez ce que j'essaie d'expliquer, on va reprendre quelques textes des siècles passés. Et ces textes vont permettre de comprendre qu'il y a aujourd'hui un vide dans les livres d'histoire. On a ici un vieux livre intitulé « Une description des îles occidentales de l'Écosse », publié en 1716, mais la première édition datait de 1703. Il a été rédigé par Martin Martin, donc prénom Martin et nom Martin, qui était un écrivain, explorateur et médecin écossais. Et dans ce livre, il fait la description des îles écossaises qu'il a visitées.
L'ouvrage avait été rédigé à l'endroit du prince George de Danemark. Et il se trouve que il décrit plusieurs îles écossaises comme étant peuplées majoritairement de personnes à peau noire. Par exemple, à la page 239, il dit ceci: les natifs ici sont très bien proportionnés, étant généralement de complexion noire, black of complexion, et sans imperfection physique. Ils parlent la langue irlandaise et portent le plaid, le bonnet, comme les autres insulaires. Ici, l'auteur nous dit clairement que les habitants sont généralement de peau noire. Et ce n'étaient pas des immigrés, c'étaient des natifs, donc des autochtones. Et ils parlaient le gaélique irlandais, qui est une langue celtique. Donc c'était vraiment des Écossais de souche. Il cite d'autres cas. Ici nous sommes sur une autre île à la page 194. Les habitants de cette île sont généralement bien proportionnés et leur peau est pour la plupart black. Pourquoi ces populations à peau noire ne peuvent pas être par exemple des immigrés qui seraient venus d'Afrique quelques siècles plus tôt? Parce que vous ne pouvez pas avoir en Écosse, qui plus est à cette époque-là, des îles entièrement peuplées d'immigrés africains. C'est pas possible. De plus, on nous dit que ces populations parlaient l'irlandais. Généralement, quand des immigrés sont entre eux, parce qu'on nous dit ici qu'il y avait majoritairement des personnes noires. Quand des immigrés restent entre eux, en règle générale, ils continuent à parler leur langue. Donc, en l'occurrence ici, ils auraient continué à parler leur langue africaine. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils ne parlaient pas une langue africaine, ils ne parlaient pas l'anglais, qui était la langue officielle, ils ne parlaient pas non plus l'écossais, alors qu'ils sont en Écosse, ils parlaient le gaélique irlandais, qui est la langue souche des langues gaéliques. Je rappelle qu'il existe 3 langues gaéliques: l'irlandais, l'écossais et le manois. La langue mère, c'est l'irlandais, qui va plus tard produire ces 2 dérivés, l'écossais et le manois. Or, eux parlaient le gaélique irlandais, une langue qui est attestée sur le territoire irlandais depuis au moins 2400 ans. Je rappelle que l'irlandais est antérieur au latin sur le continent européen. Donc, ces populations étaient vraisemblablement descendantes de très anciennes tribus celtes et descendaient aussi probablement de ces tout premiers Irlandais dont les tests ADN ont démontré qu'ils avaient la peau noire. Donc, on a affaire ici à d'authentiques autochtones européens. Ce qu'il se passe, c'est que maintenant, quand on explore les îles écossaises, on ne trouve que des blancs. Et on se demande où sont passés tous ces noirs autochtones qui vivaient sur cette île. Et quand Amin Dada dit que les rois d'Écosse étaient noirs, quand on découvre qu'au XVIIe siècle, plusieurs de ces îles étaient encore peuplées majoritairement de personnes noires, on comprend que l'idée que les premiers rois d'Écosse aient pu être noirs n'est pas si folle que ça. On a confirmation de ça dans d'autres anciens ouvrages tels que Riddles of Prehistoric Times, qui nous explique à la page 58 que les premiers habitants du sud de l'Europe, de l'Afrique du Nord, de l'Arabie, de la France et des îles britanniques étaient des hommes petits et qui avaient la peau noire. Et il confirme plus bas que les premiers habitants de l'Irlande étaient effectivement des personnes
à peau noire. Revenons à l'aristocratie britannique, parce qu'on continue à entretenir le mensonge. On nous parle ici de Emma Dean, qui, en 2020, serait devenue la première marquise noire d'Angleterre. Comme si c'était la première. On va vérifier ça. Ce livre que nous allons consulter est très instructif. Mémoire des services secrets de John McKee. C'est un livre qui avait été rédigé par un ancien membre des services secrets britanniques. Alors, cette édition date de 1733, mais la première édition datait de 1726. Il précise qu'il a été dans les services secrets durant les règnes du roi William, de la reine Anne et du roi George Ier. Ce livre, il a rédigé pour le prince de Galles. Qui est le prince de Galles? Le prince de Galles, c'est traditionnellement le fils aîné du roi, c'est donc l'héritier du trône d'Angleterre. En France, l'héritier du trône était appelé le dauphin, mais en Angleterre, c'était et c'est toujours le prince de Galles. Aujourd'hui, le prince de Galles, c'est lui. Si la reine d'Angleterre meurt, c'est lui qui devient roi. Alors, pourquoi ce livre était adressé au prince de Galles? Parce que, en tant que futur roi, il devait connaître l'histoire de la couronne d'Angleterre, les activités des services secrets, et il devait aussi connaître les membres de la cour. C'est pour ça que la deuxième partie du livre s'intitule « Personnages de la cour de Grande-Bretagne ». Il va dresser là un portrait, une présentation de toutes les personnes qui constituaient la couronne britannique de l'époque. C'était très important parce que le futur roi d'Angleterre devait les connaître tous parfaitement. Voyons un peu qui sont ces personnes, ou plutôt qui étaient ces personnes à l'époque. Page 16. Charles, duc de Somerset, maître du cheval, d'une ancienne famille de Seymour, etc. On nous dit à la page suivante, la page 17. Il est de moyenne stature, bien formé, a very black complexion, un amoureux de la musique et de la poésie. Donc ce duc est décrit comme étant très noir de peau. Tout au début, on nous précise que ce duc porte le titre de maître du cheval. Qu'est-ce que ça veut dire? Le maître du cheval, aujourd'hui, c'est une fonction honorifique en Angleterre. Mais à l'époque, il disposait d'un pouvoir exécutif. Et dans le protocole, c'était le troisième personnage de la couronne. Le numéro 1, c'était le roi, le numéro 2, c'était le prince de Galles, et le numéro 3, c'était le maître du cheval. Tout passait par lui. C'était le troisième personnage le plus puissant de l'Empire britannique. Et comme vous pouvez le constater, on nous dit qu'il avait la peau très noire. Et qui est pas des gens, avec leur mauvaise foi, qui sont là pour entretenir les mensonges de leurs prédécesseurs, pour nous dire ici qu'on veut parler de ses cheveux. Parce que souvent, quand on retrouve d'anciens textes qui décrivent des personnes comme étant noires, ils nous disent qu'il faut comprendre par là qu'ils avaient les cheveux noirs. Complexion, ça ne veut pas dire cheveux. Complexion, c'est la couleur de la peau. Donc, ce duc, troisième personnage de la couronne britannique de l'époque, était très noir de peau. Page 25. Daniel, comte de Nottingham, secrétaire d'État. On nous dit à la page suivante qu'il est grand, mince, a very black man. Et on nous précise ici, comme les Espagnols et les Juifs. Si je reviens dans quelques mois pour une série de vidéos, on essaiera de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous dit ça, comme les Espagnols. Mais vous voyez que lui aussi, ce comte, secrétaire d'État, était un homme very black. Je rappelle que ce livre a été rédigé pour le prince de Galles de l'époque. Donc,
ce livre est inattaquable. On ne pouvait pas écrire n'importe quoi au futur roi dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle. Donc tout ce qui est dit dans ce livre est authentique et inattaquable. Page 35. John, duc de Newcastle. On nous dit que il est noir, avec un teint rougeâtre, un homme noir au teint rougeâtre, presque 60 ans. Page 75. Le comte de Kingston. On nous dit il est black complexion. Pas encore 40 ans. Et on donne ici des petits détails au futur roi. On lui dit que ce monsieur, il aime bien les femmes. Pourquoi on donne ce genre de détails? Parce que ce sont des informations qui peuvent être utiles au futur roi. C'est très intéressant pour le futur roi de savoir que tel personnage de la cour est sensible au charme des femmes ou a un petit problème avec l'alcool ou toute autre chose. C'est pour ça que quand ils font ces descriptions, s'il y a des petits détails intéressants sur le mode de vie des personnes, ils les donnent au prince de Galles. Page 82. Richard, comte de Ranelagh. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est très gros et black et va sur ses 60 ans. Eneas Finch, Lord Guernesey. C'était le comte de l'île de Guernesey, là où le siècle suivant Victor Hugo ira trouver refuge lorsque il s'exilera de la France. Et que nous dit-on? Il est grand, mince, et c'est un homme noir. Presque 50 ans. Et il précise aussi qu'il est considéré comme un des plus grands orateurs d'Angleterre. Et c'était aussi un avocat. Page 96. Montagu Venables Bertie, comte de Abington. Il est black complexion. Et c'était le connétable de la tour de Londres. C'était le chef de la principale forteresse de Londres. Page 143. Mr. Medbuen, c'était l'ambassadeur d'Angleterre auprès du roi du Portugal. À l'origine, c'était un avocat. Et on nous dit que dans son teint et ses manières, il ressemble beaucoup aux Espagnols. Vous comprendrez pourquoi je parle de nettoyage ethnique sur le continent européen. On nous dit que il était grand, black man, 50 ans. Page 151. On a Mr. Stanhope, envoyé extraordinaire auprès des États généraux des Provinces Unies. On nous dit que sa grande expérience dans les négociations diplomatiques font de lui un de nos meilleurs ministres. C'est un homme d'honneur, etc. Et on parle aussi de son fils. Son fils, on nous dit ici que c'est un bel homme noir qui va sur ses 30 ans. Son fils, c'était un colonel de l'armée britannique. Et qu'on ne vienne pas nous dire que toutes ces personnes-là, c'était des immigrés. C'était tous des Anglais, des Irlandais ou des Écossais de souche. Page 162. On a ici le comte de Orkney, qui était un lieutenant général. On nous dit que c'est un black man très bien formé. Page suivante, 163. Sir Charles Arrow,
lieutenant général. C'était un Blackman. Il est petit, homme noir, 50 ans. Page 175. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Europe a toujours été, depuis 3000-4000 ans, une Europe métissée. Et la société britannique de l'époque était à l'image de ce métissage. On a ici le contre-amiral Byng. Lui, c'était un homme fair complexion, donc c'était un homme blanc qui va sur ses 50 ans. Et en bas, on nous parle du contre-amiral Wishart, qui lui par contre était un Blackman, qui lui aussi allait sur ses 50 ans. C'était un amiral de la Royal Navy qui était proche de la retraite. Et c'était un Écossais. Page 185. On a le marquis de Annandale, président du conseil, c'est-à-dire le conseil privé du roi. C'était le chef des conseillers du roi. Et on nous dit que ce monsieur était very black complexion. Il était très noir. Page 236. On a Lord Belhaven. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il était black et gros. Un homme bruyant qui ressemble plus à un boucher que à un lord. Il adore faire de longs discours au Parlement. Page 243. On a le comte de Melfort. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est grand et black. Et il va sur ses 50 ans. Je ne les cite pas tous, évidemment, parce que ça serait trop long. Et en plus, je n'ai cité que ceux qui sont décrits comme black. J'ai pas mentionné ceux qui sont cités comme dark complexion. Mais quand vous consultez l'ouvrage, vous vous rendez compte que la majorité des membres de l'aristocratie britannique de l'époque avaient la peau noire. Page 23. On nous parle de Sydney, Lord Godolphin. C'était le Lord haut trésorier d'Angleterre. Il faut savoir que traditionnellement, cette fonction est également occupée par le Premier ministre. Il a été fait baron par le roi Charles II. Et on nous dit qu'il avait un visage sévère et very black. Presque 60 ans. Quand on consulte cette liste, une question vient spontanément à l'esprit. Ils sont passés où? Tous ces ducs, tous ces comtes, tous ces marquis, tous ces ministres dont on nous dit qu'ils étaient noirs. Pourquoi aujourd'hui ils sont tous blancs? Que s'est-il passé durant ces 300 dernières années qui ne se trouvent pas mentionnés dans les livres d'histoire? La majorité des aristocrates de cette époque sont décrits comme noirs, mais si vous tapez leur nom sur Internet, vous verrez des images de personnes blanches. Tous, sans exception, ont été blanchis. Par exemple, le duc de Somerset, il est décrit comme étant very black complexion, donc très noir. Et là, voilà comment il est représenté. Charles Seymour, le duc de Somerset, vous voyez un homme très blanc. La complexion de ce duc est également mentionnée dans une autre source de l'époque, Mémoire de la cour d'Angleterre, de la Révolution de 1688 à la mort de George II. Je précise que George II, c'est le prince de Galles pour lequel le livre
que je vous cite avait été rédigé. Et à la page 174, il reparle du duc de Somerset dans la section consacrée à Charles Seymour, duc de Somerset. On nous précise effectivement qu'il est de moyenne stature, bien formé et very black complexion. Ils reprennent en fait la source que je vous ai mentionnée. Ce Charles Seymour, dont on nous dit qu'il avait la peau très noire, était duc du comté de Somerset. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la population de ce comté avait également la peau noire. Et c'est parfaitement cohérent avec le fait que c'est précisément à cet endroit-là qu'on a retrouvé le crâne de cet homme qui a été surnommé Sheddarman et dont les tests ADN ont démontré qu'il avait la peau noire il y a 10 000 ans. C'est parfaitement cohérent. Mais on voit que, au cours de ces 300 dernières années, cette cohérence disparaît. Parce que maintenant, il n'y a plus que des blancs à cet endroit-là. Alors que, au début du XVIIIe siècle, il y avait encore des noirs autochtones à cet endroit-là. Je prends un autre exemple de falsification, toujours dans le livre adressé au prince de Galles. Page 80, on a Édouard Montague, comte de Sandwich. Alors je précise que le sandwich que l'on mange entre midi et 2, c'est de lui et de ses descendants que ça vient. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un black man. C'est clair, c'est un homme noir. Maintenant, quand on tape son nom sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on a? On a un homme blanc. Ils ont tous été blanchis, tous sans exception. L'histoire de l'Europe est un mensonge. L'histoire de l'Europe, ce n'est pas l'histoire qu'on nous a racontée. Parce qu'un crime s'accompagne toujours d'un mensonge pour maquiller ce crime. Reprenons la page 36. On nous parle de Charles Lennox, duc de Richmond. On nous précise qu'il est le fils du roi Charles II. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est bien formé et qu'il est black complexion. Et notez ce qu'on ajoute après, tout comme le roi Charles. Il n'a pas encore 30 ans. Tiens donc. Est-ce que vous voyez ce qu'on nous dit ici? On nous dit, le plus simplement du monde, que le duc Charles Lennox avait la peau noire, tout comme son père, le roi d'Angleterre Charles II. Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous aurait cachées? On découvre ici qu'il y a des rois d'Angleterre qui avaient la peau noire. 4 pages plus loin, à la page 40, on nous parle du frère de Charles Lennox. Donc, un autre fils du roi Charles. Lui aussi s'appelait Charles, comme le roi d'Angleterre. On nous dit que c'était le duc de Saint-Alban. Et on nous explique que il est black complexion, qu'il n'est pas aussi grand que le duc de Northumberland, mais very like, en fait, comme le roi Charles. Comme le roi Charles. Et lui aussi allait vers ses 30 ans. Donc lui aussi on le compare au roi Charles. Pourquoi? Tout simplement parce que lui aussi c'était le fils du roi Charles II d'Angleterre. Et on nous dit qu'il était black complexion. Et on nous dit que lui, et donc Charles Lennox, c'était le frère d'un autre duc, le duc de Northumberland. Et on parle de ce duc à la page précédente, la page 39, justement. C'était lui, George Fitzroy. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un grand black man,
comme son père le roi. Et lui, il avait environ 40 ans. Donc Charles II, le roi d'Angleterre, était noir et ses fils l'étaient eux aussi. Et ça, vous ne trouverez cela écrit dans aucun livre d'histoire. Aucun. Si vous faites une recherche sur Internet sur Charles II, vous tomberez sur la photo d'un homme blanc. Mais revenons à Charles Lennox, à la page 36. On nous précise que sa mère, c'était la duchesse de Portsmouth. Qui était cette femme? Cette femme, c'était Louise de Kerouaille. C'était une Française, une Bretonne. Et on a ce portrait daté de 1682. Quand on demande aux historiens qui est la petite fille qui est avec elle, ils répondent qu'on ne sait pas, mais que c'était sans doute une petite esclave. Évidemment. D'abord, cette petite fille n'est pas du tout vêtue comme une esclave. Elle est vêtue comme une petite aristocrate. Quand on a le contexte, quand on sait que cette femme a été pendant 15 ans la maîtresse du roi d'Angleterre qui était noir, qu'ils ont eu un enfant noir, Charles Lennox, on comprend qu'il est tout à fait possible que cet enfant-là, c'était sa fille. Parce que rien ne permet d'affirmer qu'ils n'ont pas eu d'autres enfants. Donc cette petite fille-là, c'était peut-être tout simplement sa fille. Si ce n'était pas sa fille, c'était peut-être sa belle-fille, car le roi Charles a eu des enfants avec d'autres femmes. Ou alors, c'était la fille d'une des nombreuses familles d'aristocrates noirs qui étaient à la cour d'Angleterre à cette époque-là. Mais ce n'était en aucun cas une petite esclave ou une petite immigrée. Je rappelle que ce livre, rédigé à l'intention du futur roi d'Angleterre, ne peut pas être contesté. Une autre preuve d'ailleurs est qu'on a un autre ouvrage de l'époque qui mentionne ce livre et qui lui aussi est un ouvrage inattaquable. Ce livre, le voici, un index biographique pour la présente Chambre des Lords, publié en 1808. La Chambre des Lords, c'est la chambre haute du Parlement britannique. On peut un peu la comparer au Sénat. Et ce texte avait été rédigé à leur intention en 1808. Et aux pages 516 et 517, il parle d'un des frères de Charles Lennox, le duc d'Alban. Il le mentionne ici, Charles, duc de Saint-Alban, est fils du roi Charles II, par Madame Gwynne. Et à la page suivante, donc la page 517, il dit « C'est un gentleman, à tous égards de bon naturel, bien élevé, n'aime pas les affaires, et on nous dit ici que il est de black complexion. Il n'est pas aussi grand que le duc de Northumberland, George Fitzroy, son frère, cependant, comme le roi Charles qui est donc son père. Et il cite ce document, personnage de la cour de Grande-Bretagne, c'est le document que je viens de vous citer. Donc, à l'époque, y compris pour la Chambre des Lords, ce document-là était considéré comme une référence. Donc, c'est une source qu'on ne peut pas contester. Alors, qui était Charles II? Charles II, qui est décrit comme étant noir dans deux sources authentiques, et qui est présenté comme étant blanc au
Européens d'aujourd'hui, a régné sur l'Angleterre de 1660 à 1685. Il était anglais par son père, le roi Charles Ier, et français par sa mère, Henriette Marie de France. Sa mère était la fille du roi de France Henri IV. Elle était donc la sœur de Louis XIII et la tante de Louis XIV. Ce qui fait que Charles II était le cousin de Louis XIV. C'est aussi pour ça que dans les titres officiels, Charles II était présenté comme roi d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de France, parce que sa mère était française. Son père, Charles Ier, qui logiquement était noir aussi, parce que quand les petits-fils sont noirs, quand le fils est noir, en règle générale le père est noir également, Charles Ier est le roi d'Angleterre qui avait été guillotiné en 1649. Suite à cela, c'est Oliver Cromwell qui a pris le pouvoir dans le pays. Et Charles II, qui était l'héritier du trône, avait dû fuir et s'exiler à l'étranger. D'ailleurs, après sa fuite, le gouvernement de Cromwell avait fait placarder des avis de recherche un peu partout, et dans ces affiches, il était décrit comme un homme noir, grande taille. Après la mort de Cromwell, Charles II va rentrer en Angleterre pour revendiquer son trône et va effectivement être plébiscité par le peuple. Le gouvernement du Commonwealth, dirigé par Cromwell, avait été une véritable dictature et c'est pour ça que le peuple anglais était content que Charles II restaure la monarchie. Tout cela montre que la société britannique de l'époque était très différente de celle d'aujourd'hui. Il n'y avait ni racisme ni discrimination à ce moment-là. Certains Anglais, Irlandais et Écossais étaient blancs, d'autres étaient noirs, d'autres étaient métis, et pour eux, le fait d'avoir un roi noir était une chose parfaitement naturelle. Et c'est là que l'on comprend l'impact que la falsification de l'histoire peut avoir sur les esprits. À cette époque-là, avoir un roi noir, avoir des ducs, des comtes, des marquis noirs était une chose parfaitement naturelle. Dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui paraîtrait absolument inconcevable. On ne cesse de nous dire que la société européenne est une société qui évolue, qui progresse, mais en réalité, on se rend compte qu'elle n'a fait que régresser sur le plan moral. Parce que ce qui était normal au XVIIe siècle paraît absolument inconcevable aujourd'hui. Qui en Europe aujourd'hui concevrait l'idée que le roi d'Angleterre ou que la reine d'Angleterre aujourd'hui soit noire? Donc on nous fait croire que les hommes évoluent sur le plan moral alors qu'en réalité ils ne font que régresser. Et ce qui nous permet de le comprendre, c'est quand on arrive à déterrer ce qui avait été enfoui pour nous dissimuler ce qu'était la véritable histoire de ce continent. Le lavage de cerveau a été tel que quand on explique aujourd'hui que plusieurs lignées royales anglaises, irlandaises, écossaises étaient noires, que l'aristocratie britannique était composée de personnes noires, aujourd'hui ça paraît absolument inimaginable et impossible à croire. Voilà le résultat de la falsification de l'histoire. Et cela modifie le comportement des individus, cela altère la relation entre les êtres humains, parce qu'on a fait croire à certains que telle chose leur appartenait par essence, que les autres étaient des étrangers et des êtres inférieurs, et qu'il était parfaitement normal qu'une population maltraite une autre population. Il est très important de comprendre que le racisme est une fabrication relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Une petite élite